Au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission bilan du samedi soir pour revenir sur les 5 premiers matchs de la 14e journée du top 14 avec vous au 0826 300 300 avec nos consultants Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero et avec nos invités. Laurent Labitte sera avec nous à partir de 19h15 sur Sud Radio et on est ravis de vous avoir pour cette première émission de l'année. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Jean-Baptiste Elissalde, salut Philippe Spanghero et avant toute chose, bonne année, meilleurs vœux à vous deux et à tous. Bonsoir à tous et meilleurs vœux à tout le monde. Voilà, une belle année rugby pour pour vous Philippe et bien sûr pour tous les amateurs de rugby avec des débriefs enflammés, des débriefs de qualité. Cyprien Bétou, on va rappeler peut-être les résultats pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont en voiture avec nous et qui n'ont pas pu tout suivre de cette première journée de la phase retour qui a démarré à 14h30 sur notre antenne. Exactement François, la 14e journée du top 14 a commencé avec Perpignan, Toulouse. Et c'est l'USAP qui s'est imposé dans les derniers instants, 30-27, bonus défensif pour les Toulousains. Ensuite, dans le multiplex, on a vu la victoire bonifiée de Clermont du côté de Montauban, 34-19. Succès à domicile de Lyon face à Pau, 22-17, mais bonus défensif pour les Palois. Le carton du jour, c'est Montpellier qui l'inflige à Bayonne, 62-22, et évidemment, bonus offensif pour les Montpelliérains. Et enfin, le Stade Français qui s'impose face à Castres, 33-15, bonus offensif également pour les Parisiens. Ce soir à 21h, Bordeaux-Bègles, Racing 92. Jean-Baptiste Elissalde, quel résultat tu veux mettre en avant pour démarrer cette émission, cette première de l'année d'Au cœur de la mêlée? Je vais être un peu piquant. La causerie du président de Bayonne qui a porté ses fruits. On va pas en prendre 45 points. Ils ont pris 60. Finalement, il a été écouté. Ouais. Non, mais blague à part, ça, je pense que ça a créé un peu de désordre. Bien évidemment, les présidents sont les maîtres à bord et ont le droit de discuter avec leurs joueurs. Maintenant que ça soit fait, que ça soit ouvert à la presse, enfin, j'ai vu beaucoup de déclarations. Au vu du résultat, ça ne peut que accroître les distensions, peut-être entre le manager et sa hiérarchie. Voilà, donc c'était la petite blague piquante. Et puis pour le reste, les Perpignanais, avec notamment une très bonne rentrée de leur banc, Ruiz, Yato, Oviedo, qui ont amené du sang frais et surtout la volonté d'aller derrière la ligne. Félicitations à eux. On y reviendra bien sûr dans un petit quart d'heure avec Laurent Labitte qui sera notre invité sur Perpignan-Toulouse. Toi Philippe, en rebond de ce que venait dire Jean-Baptiste, tu penses que, on va dire, les turbulences du terrain, là, elles sont en train d'envahir le terrain justement, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui ? On l'a vu en effet, puisque je crois que Bayonne à l'extérieur est une des équipes qui prend le plus de points avec Montauban. Ils étaient à 40 points de moyenne encaissés à l'extérieur avant ce match. Donc avec ce résultat lourd sur la pelouse de Montpellier, il faut quand même remettre en perspective. Cette équipe de Montpellier monte en puissance, on y reviendra. Ils sont quand même très solides sur leur base et donc ils méritent cette victoire aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est trop faible à domicile, à l'extérieur du côté de Bayonne. Ils passent à 43 ou 44 points de moyenne de points encaissés à l'extérieur. Et en effet, on l'a vu la semaine dernière avec notre invité Ituria qui disait que même si les joueurs restent focus sur le terrain, ils sont quand même un peu impactés par ce qui se passe. Il y a des mouvements dans le staff, des coachs adjoints qui sont re-signés plus longtemps que le manager principal. Il y a cette relation qui est toujours un peu ambiguë entre Grégory Pata et Laurent Travers, qui manque peut-être de clarification. Donc certainement que ça impacte en tous les cas cette équipe de Bayonne. Force est de constater qu'elle est pour l'instant décevante par rapport à sa saison dernière et aux attentes qu'on avait placées en elle. Oui, effectivement, voilà pour votre premier point de vue de l'année. Voilà cette victoire de Montpellier écrasante, 62-22, 9 essais à 3. Jean-Bas, sur ce que disait Philippe, les Montpelliérains quand même qui sont vraiment très très costauds. Tu connais bien cette équipe que tu entraînais encore il y a peu. Il y a une ossature de joueurs qui était déjà bien présente, qui a été championne en 2022. C'est vrai que quand même ils sont et sur les fondamentaux et même dans le jeu, parce qu'ils sont assez productifs, ils sont quand même de plus en plus intéressants. Ouais, c'est ce qui fait la différence avec le Montpellier d'il y a quelques semaines encore, c'est
l'ambition qu'ils ont pris avec le ballon sur des séquences très courtes, des séquences de transition, notamment beaucoup d'essais proviennent de jeux au pied reçus avec Ngandebe, Banks, Taoufé Fenoura ou Moustin quand il n'était pas blessé qui déclenchent des choses. C'est des séquences qui sont très courtes, ils s'appuient vraiment sur une bonne occupation au pied, ils ont une très bonne défense, ça veut dire qu'ils défendent de haut et dès qu'il y a un ballon à récupérer, ils l'utilisent plutôt pas mal. Aujourd'hui, en plus de ça, on a vu des avances passer le ballon dans les contacts et de suite ça crée forcément de la vitesse et des surnombres et toujours une efficacité près des lignes redoutable puisque je crois que ce soir c'est 3 ou 4 ballons portés, je crois encore qui vont derrière les lignes et un triplé de Tolofoa qui est récompensé par son travail collectif. Voilà, il y a eu 2 triplés de talonneurs. Aujourd'hui, on va y revenir dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. On est au cœur de la mêlée avec Philippe Spanghero, avec Jean-Baptiste Elissalde et nos invités qui vont arriver. Laurent Labitte, notamment l'entraîneur de Perpignan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Au cœur de la mêlée avec vous, les passionnés de rugby au 0826 300 300 avec nos consultants. Et quels consultants? Jean-Baptiste Elissalde, Philippe Spanghero, pour revenir sur cette 14e journée, la première de la phase retour. Dans un instant, on développera le succès de Perpignan aux dépens de Toulouse. Perpignan qui a quitté la dernière place. On y reviendra avec Laurent Labitte qui sera notamment l'entraîneur de l'USAP, notre invité par téléphone. On a parlé du succès assez conséquent de Montpellier face à Bayonne. Quel autre succès, Philippe, toi tu veux mettre en avant? Parce qu'il y a eu, on le rappelle, la victoire de Clermont bonifiée à Montauban, le succès de Lyon face à Pau et puis le succès bonifié du Stade Français face à Castres. Pas tant pour le rugby proposé parce qu'il y a eu beaucoup de déchets et elle s'est mise en danger cette équipe jusqu'au bout alors qu'elle avait les moyens de tuer le match. C'est cette équipe du Loup qui était quand même en difficulté, 3 défaites consécutives. On sentait quand même beaucoup de tension dans les mots de Karim Ghezal et il fallait réagir à domicile face à cette équipe de Pau qui est quand même solide sur ses bases et qui était venue avec des ambitions interlyonnaises. Et donc, elle permet à cette équipe du Loup de prendre une bouffée d'oxygène, de regarder un peu vers le haut, même si on sent encore quand même beaucoup de fébrilité, je le répète, mais cette équipe de Pau, elle a manqué de réalisme sur ses temps forts, elle a laissé cette équipe du Loup dérouler son rugby, et puis on a vu sur la fin de match un peu les dynamiques s'inverser. Pau aurait pu faire le coup, et ça c'est encore je sais pas ce qu'en pense Jamba, mais la fragilité de cette équipe, quoi, qui est pas assez tueuse sur ses temps forts et qui avait vraiment les capacités de se mettre à l'abri bien plus tôt dans ce match. Ouais, c'est sûr, t'as raison. Il y avait une ultra possession de Lyon et une ultra domination au niveau du terrain. Pau a défendu très bas. Ils ont peu ou moins bien utilisé le jeu au pied qu'ils le font d'habitude. Ils ont récupéré peu de ballons. Je pense que le retour de Couillou aussi amène beaucoup de dynamisme et plus de sérénité à l'équipe lyonnaise. Et malheureusement pour eux, ils ont perdu Berdeux sur la première action, ce qui aurait pu être un coup dur et ce qui est difficile dans ces équipes qui sont en manque de confiance, et dès qu'il y a un petit grain de sable, t'as vite tes démons qui ressurgissent, et c'est ce qui aurait pu se passer en fin de match. Pau est revenu sur 2 coups un peu grossiers et aurait pu même l'emporter à la fin. Bon, ils ont bien réagi et tant mieux pour eux parce que il était temps. Oui, cette fragilité, toi Philippe, tu penses qu'elle est due à quoi en fait, encore à cette jeunesse? Parce que c'est vrai on rappelle, il y avait Broboiry, il y avait Arfeuil qui a encore marqué un bel essai. On a vu le retour d'Atis Ogbe aussi. C'est l'apprentissage de cette équipe ou c'est devant que ça s'est passé sur ce que tu as vu toi? Ça s'est déjà passé devant, ils ont été secoués. C'est vrai que cette équipe de Pau, on l'a dit souvent cette année, mais par rapport à la saison dernière, elle a gagné en densité et ses succès les a construits en étant solide devant. Là, elle a été chahutée par cette équipe du Loup. Donc c'est d'abord là que ça s'est joué. Et puis non, je crois qu'aujourd'hui, les noms que tu cites, alors il y a de la jeunesse, mais il y avait quand même aussi beaucoup d'expérience sur le terrain du côté palois. Non, ça arrive, c'est un petit trou d'air, c'est un manque on va dire d'efficacité. Ils sont passés à côté aujourd'hui. On a vu beaucoup de scories dès que les ballons partaient au large, dès que ça écartait, il y avait beaucoup moins de fluidité qu'on l'a vu depuis le début de saison du côté palois. Par quoi l'expliquer, je sais pas trop. En tous les cas, ça sourit aux Lyonnais qui ont été solides quand même sur les bases, mais encore une fois, cette archi-domination, il faut qu'elle soit payée très différemment de ça et sans se mettre en danger et risquer le match dans les 5 dernières minutes.
Ouais, on va dire que cette équipe de Pau qui avait la possibilité de repasser devant Toulouse, voilà, ça c'était pas une motivation suffisante selon toi, Jean-Baptiste, pour une équipe, toi qui sais manager une équipe, c'est pas évident d'enchaîner. Il y a eu les fêtes, enfin les joueurs n'ont pas trop breaké. C'est vrai que il faut redonner quand même des leviers de motivation. Toulouse ayant perdu à Perpignan, c'était pas un levier suffisant? Oh si, certainement, mais je pense qu'ils ont aussi perdu énormément de jus la semaine dernière pour arracher la victoire face à Montpellier dans un match très dur pour eux où il a fallu s'employer. Je pense que voilà, ce manque d'énergie un peu sur le début de match, le fait que Lyon, je vous dis, ait joué très haut, c'est-à-dire que Pau a l'habitude de défendre très haut, c'est-à-dire qu'ils utilisent un jeu au pied qui leur permet de vite sortir du camp, de contester les ballons dans le camp adverse et de rendre le ballon très lent à l'adversaire. Là, ça n'a pas été le cas et du coup, ils ont défendu donc très bas face à cette équipe de Lyon qui avait de l'allant et je pense que c'est ça qui les met un peu dans le jus. Comme Philippe le disait, ils ont été aussi un peu secoués devant, ce qu'on n'avait pas vu dernièrement. Il n'en reste pas moins que la section paloise qui a pris un point de bonus défensif est quand même la deuxième meilleure équipe à l'extérieur derrière le Stade Toulousain dans cette moitié de championnat, puisque c'était aujourd'hui le début des matchs retour. On va se retrouver dans un instant, messieurs, pour accueillir notre premier invité. C'est Laurent Labitte qui sera avec nous, l'entraîneur de l'USAP. L'USAP qui n'occupe plus la dernière place au classement du top 14. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, pour revenir sur cette 14e journée du top 14 qui a débuté à 14h30 sur Sud Radio. Vous êtes avec nous, bien sûr, avec nos consultants Jean-Baptiste Elissalde, Philippe Spanghero, puis vous pouvez nous appeler, bien sûr, au 0826 300 300. On a débriefé ce multi. Revenons sur le succès inaugural de cette journée, celui de Perpignan face à Toulouse, 30-27. Magnifique victoire des Catalans. Et pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir son entraîneur, Laurent Labitte, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je disais victoire qui a mis du temps à se décider, mais en tout cas on a vu toute la satisfaction du peuple catalan, du groupe. Enfin, on a senti un soulagement, une joie collective, une communion. Est-ce que ça a été pareil pour vous? Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Oui, bien sûr, on a partagé ça, on a souffert, et comme toujours, hein, quand tu joues Toulouse, c'est une équipe, bien sûr, que tout le monde connaît, et qui a toujours sur une saison des matchs qui ressemblent à ce qu'on a eu aujourd'hui. C'est une équipe qui perd très peu, hein, qui perd 7 à 8 matchs par saison, avec des rotations au niveau des joueurs, et on savait qu'on aurait un match difficile, mais dans notre situation, on sait qu'on n'est pas dans le même championnat que le Stade Toulousain, mais c'était important pour nous de valider notre mois et demi de travail qu'on avait, je crois, bien engagé, avec une très bonne dynamique sur l'état d'esprit, sur le caractère. Bien sûr que sur le jeu, on est encore loin de ce que je pense on peut arriver à réaliser, mais on s'était pas payé le week-end dernier à Toulon, et je crois qu'on s'est largement payé ce soir face à, encore une fois, une équipe du Stade Toulousain avec des joueurs assez incroyables, et on connaît cette équipe, et donc il faut pas galvauder les victoires contre Toulouse, et je crois que le scénario de ce match va nous faire beaucoup de bien pour la fin de saison. Un scénario qui a souri. Jean-Baptiste Elissalde avec Laurent Labitte, voilà, vous connaissez bien. Laurent qui avait été avec nous au début de sa prise de fonction à Perpignan, et qui sort un peu la tête de l'eau, Jean-Baptiste. Oui, félicitations, meilleurs vœux Lolo. Mais comme on l'a dit la semaine dernière, c'est vrai que Perpignan a profité de cette Coupe d'Europe pour se refaire la cerise, s'est accroché un peu plus qu'en début de saison sur des matchs à l'extérieur, a remporté sa première victoire face à Montferrand, et puis là remporte un beau match. Alors même si c'était une équipe très jeune avec renforcée de 7 à 8 joueurs, il faut battre Toulouse, parce que ces jeunes joueurs sont très performants et prêts à jouer le top 14, et on sent la patte de
Lolo, un peu plus de dépossession, ce qui fait que Perpignan garde de l'énergie, et cette énergie, ils ont été la retransmettre dans les 20 dernières minutes. Alors il y a encore quelques balbutiements, Lolo va peut-être nous en parler sur le jeu au pied. C'est vrai qu'ils ont envie de s'en déposséder, de faire quelques chasses. Bon, c'est des fois un peu fait maladroitement, mais il faut en passer par là. Et puis moi, la question que j'ai envie de poser à Lolo, c'est est-ce qu'il pense qu'il puisse aller chercher la 12e place? T'y vas fort. Ouais. Oui, mais bon, qui rêve pas grand, reste, voilà. Laurent Labitte. Est-ce que Laurent nous entend? On entend qu'il y a quelque chose qui se passe sur la ligne, mais on a peut-être perdu le coach de l'USAP. On rappelle l'USAP victorieux de Toulouse, 30-27. Les marqueurs, il y a eu Granel à la 11e, Ruiz à la 44e, Yato à la 70e, Oviedo à la 75e, voilà, qui a permis à l'USAP de l'emporter. Laurent est de retour. À 27. Laurent Labitte qui est avec nous. Il n'y a pas de problème. Voilà, on a rappelé le score et les marqueurs pour ce match avec ce scénario. Laurent Labitte avec Jean-Baptiste Elissal, donc. Oui, je disais, oui, effectivement, la question de Jamba était logique, et c'était l'ambition que l'on avait au début, de se dire que les trous d'air, ça arrive, et pour les équipes au-dessus, on l'a vu la saison dernière avec La Rochelle, qui a passé 9 journées sans gagner, ça lui a coûté un top 6. Donc ça peut arriver à toutes les équipes. Donc nous, aujourd'hui, on est focus sur nous, on sait qu'on se doit de prendre les matchs à domicile et d'essayer de gratter des points à l'extérieur. On espérait gratter des points à Toulon le week-end dernier, qu'on aurait, je crois, mérité, on ne l'a pas eu. Donc voilà, on ne sait pas ce qui se passera, mais en tout cas, si on doit préparer un match Access le 13 juin, on se doit de le préparer du mieux possible et pas attendre ce 13 juin pour gagner des matchs. On doit s'habituer à gagner, on doit s'habituer à changer de culture et d'état d'esprit, et c'est ce que les joueurs font depuis un mois et demi maintenant, et c'est une très bonne chose pour nous. Philippe Sponguero avec Laurent Labitte, notre invité dans Au cœur de la mêlée. Salut Lolo, meilleurs vœux aussi, et puis félicitations pour cette victoire, ce match important dans la dynamique pour vous, parce qu'il y a la semaine prochaine une réception importante contre Montauban qui peut vraiment creuser l'écart et vous permettre de regarder un peu plus sereinement vers le haut. Quand je regarde les stats de ce match, donc ça va dans le sens de ce que disait Jamba, beaucoup de dépossessions, beaucoup de jeux au pied, et malgré tout, ce qu'on reprochait à cette équipe de l'USAP en début de saison, sa fébrilité, aujourd'hui on voit que la possession et l'occupation, elles sont toulousaines quand même dans l'ensemble du match. Les stats sont assez largement à l'avantage des Toulousains, mais il y a ce pragmatisme que vous avez su trouver. Est-ce que c'est lié qu'à la confiance qui commence à grandir dans ce groupe, ou est-ce qu'il y a un travail particulier qui est fait par rapport à ça et au travail dans les zones de marque? Non, c'est un travail bien sûr spécifique. Quand on est arrivé, on a fait un état des lieux, bien sûr, du jeu de l'USAP, mais aussi, surtout, et du jeu du top 14. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même compétition que Toulouse, notamment, certaines équipes, et on se doit de coller au mieux avec ce que l'on peut faire. Donc c'est sûr qu'on était l'équipe qui utilisait le moins le jeu au pied. On passait beaucoup d'énergie dans notre camp. Même des équipes comme Bordeaux qui, quand même, ont des joueurs capables d'utiliser le ballon. On fait exploser Toulon il y a 15 jours chez eux en utilisant 35 jeux au pied, en leur mettant 47 points. Donc voilà, donc il faut qu'on arrive à utiliser l'énergie de nos joueurs dans les bons endroits du terrain. Et on a essayé d'amener de la régulation à ce niveau-là sur où c'est qu'on peut se retrouver, où c'est que l'on peut être efficace, et surtout quand tu es 14e du championnat, tu peux pas faire le spectacle tous les week-ends. Tout le monde veut essayer de très très bien jouer, mais le championnat c'est autre chose, et le top 14 est très très difficile. Donc on a essayé de réguler, comme je le dis, et de jouer avec nos forces aussi. On a récupéré beaucoup de joueurs qui étaient à l'infirmerie quand on est arrivé. On peut être costaud. On l'a vu aujourd'hui avec la rentrée notamment de Ruiz, Oviedo, Yato. On est très costaud, et bien sûr qu'on a profité de la situation aujourd'hui de Toulouse par rapport à l'équipe qu'ils avaient composée. Et voilà, donc il faut qu'on arrive à être intelligent par rapport à l'effectif que l'on a et ce qu'est le top 14 aujourd'hui.
Pardon, mais je rebondis juste sur les joueurs que tu as cités. Il y en a un aussi qui fait un drôle de match aujourd'hui, c'est X. Parce que le match, vous le gagnez quand même aussi sur les zones de ruck, sur cette capacité à perturber la vitesse du jeu toulousain. Ça, c'est quand même une des grosses satisfactions pour vous, le staff, aujourd'hui. Oui, bien sûr. On avait identifié le jeu au sol, notamment. Et on le sait, quand on joue Toulouse, il faut qu'on soit quand même plutôt performant au sol. Et c'est sûr que Max X, comme le week-end dernier à Toulon, il a déjà fait un très très bon match à Toulon. C'est pour ça qu'on a décidé de le raligner aujourd'hui. Et donc c'est sûr qu'on a ralenti les ballons à des moments de Toulouse. Et on sait tous la capacité qu'ils ont à jouer debout. Et dès qu'ils passent par le sol, il faut arriver à les ralentir. Donc c'était effectivement une clé du match qu'on a très très bien fait, comme je l'ai dit, les 20 premières minutes, qu'on a moins bien fait les 20 dernières minutes de la première mi-temps, qui nous ont coûté très cher. Et on a mieux régulé en deuxième mi-temps. Cyprien Bétou avec Laurent Labitte, notre invité dans Au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Bonsoir Laurent, tu as cité en effet les joueurs sur le banc qui sont rentrés, qui ont été importants, Ruiz, Yato et encore Oviedo. Est-ce qu'il y avait cette volonté peut-être aussi de les piquer un peu, eux qui depuis leur retour étaient sur des performances pas toujours abouties et surtout récompenser des joueurs comme Malolo, Vellart ou encore Tanguy qui eux au contraire avaient peut-être élevé un peu leur niveau. Comment t'as voulu composer cette équipe? C'était aussi pour être solide en deuxième période ou alors pour piquer un peu l'ego de ces joueurs et de ces champions? Oui, on avait fait ça déjà pour Clermont, avec un banc très solide en 6-2, où on avait rentré 5 joueurs rapidement en début de deuxième mi-temps. Ça a été le cas à nouveau là, effectivement, comme je l'ai dit, depuis que je suis arrivé. On le sait et on le voit avec notre adversaire du jour, le Stade Toulousain. C'est pas les statuts, c'est pas les étoiles, c'est pas les Brennus gagnés qui font les équipes, c'est ce que font les joueurs sur le terrain. Je pense que Joachim, Oviedo, Coco Ruiz sont des excellents joueurs, mais il faut qu'ils soient à leur niveau, au niveau d'un joueur international, et c'est pas le statut qui doit les faire jouer. Donc si eux ils sont à leur niveau, ça va forcément et automatiquement élever le niveau de Malolo, des Victor Mongaillard, des Mathis Lautrian, et c'est ce que je leur ai dit dans la semaine, et c'est pour ça que ils étaient remplaçants, mais deux, on sait aussi que pour battre les équipes comme Toulouse, il faut être à 23, ça se joue sur 80 minutes, et 80 minutes de combat, de concentration, et on l'a vu, les 3 joueurs qu'on avait placés sur le banc, que ce soit Ruiz, Oviedo et Yato, les 3 ont marqué. C'est une satisfaction pour nous, pour l'équipe, mais c'est pas une victoire du coaching, c'est une victoire de l'équipe. Il faut qu'ils comprennent que on a besoin de les avoir à leur meilleur niveau pour eux et pour l'équipe. Laurent Labitte avec nous sur Sud Radio. Laurent, ça fait à peu près 2 mois que tu as été nommé et que tu as pris les rênes de cette équipe de l'USAP. Est-ce que toi, tu as les repères au-delà des résultats comptables qui correspondent un petit peu à l'objectif que tu t'étais fixé, c'est-à-dire repasser à la 13e place en début d'année. Est-ce que tu sens que ton message passe et au quotidien, comment tu le ressens? Voilà, on a vu, notamment on a vu avec tes joueurs qu'à la fin, il y avait quand même des vraies poignées de main, il y avait un échange, il y avait quelque chose. Comment ça on le mesure quand on est un coach expérimenté comme toi? À la mesure, on retrouve le rugby dans lequel on a été élevé. Moi j'ai grandi au rugby à Revel, j'ai été joueur à Castres pendant longtemps, j'ai démarré à Montauban, et quand tu es ici, tu sens l'histoire du rugby, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux joueurs en arrivant, et c'est ce que je retrouve aujourd'hui avec le public, avec ce qui se passe ici, quoi. C'est que tu as perdu 11 matchs de championnat, le stade est plein, les gens quand tu arrives, tu as l'impression que c'est un match de phase finale. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux vivre ça, et c'est pour ça que j'ai accepté ce challenge-là. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même plus les joueurs qui ont pris conscience de la situation du club après la sortie de Franck, de Zaza et de Gérald, et qui ont pris aussi conscience des choses, je crois, qui peut-être mesuraient pas beaucoup. Et voilà, je crois que c'est un tout qui fait que, voilà, en tout cas, aujourd'hui, je me sens, je crois, au bon endroit, où j'ai envie, effectivement, de construire et de continuer, parce que effectivement, les joueurs sont là, le staff est là, le public est là, le club, les dirigeants,
et sa vie rugby. Et c'est vrai que c'est ce que je ressens au quotidien. Jean-Baptiste Elisel avec Laurent Labitte qui est avec nous sur Sud Radio en direct. Ben non, il n'a pas répondu. Moi, je voulais savoir s'il était capable d'aller chercher cette 12e place. Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que ça serait mieux quand même que de passer par l'Access Match. Allez Lolo, soyons ambitieux. Ouais, on a été coupé. Ouais. C'est ce que j'avais dit aux joueurs au début quand je suis arrivé. Je pensais que aujourd'hui, il nous manque un match, que l'on a joué à Béziers malheureusement contre Montpellier. On n'avait pas nos joueurs et on a raté notre match. Il nous manque 4 points aujourd'hui. Il nous manque un point à Toulon qui, comme je l'ai dit, aurait pu nous peut-être nous mettre mieux aujourd'hui parce que en plus Lyon on les reçoit au mois de mars et comme je l'ai dit on a vu la saison dernière des équipes comme La Rochelle rester 9 matchs sans gagner. Les séries négatives ça existe et comme nous l'USAP on l'a connu en début de saison. Donc voilà, donc on sera là. En tout cas notre idée c'est de jouer tous les matchs comme je l'ai dit pour exister. On ne peut pas attendre le 13 juin juste pour faire le match Access. Donc voilà, donc nous on va batailler, puis on verra ce qui va se passer au-dessus de nos têtes. Moi j'avais bien entendu la réponse, Jean-Baptiste. Attention, 16 points de retard, on rappelle, pour ce soir pour l'USAP sur Lyon. Oui, Jean-Baptiste. Non, mais 16 points, 5 au prochain match, ça fera plus que 11. Et moi je vous dis, prochain match étant le duel contre Montauban, Jean-Baptiste, je te coupe, mais c'est Perpignan qui reçoit Montauban. 5 points. Et donc du coup, tu reviens à 11 points de Lyon et au vu de la progression, la confiance va revenir, les mecs vont s'affûter, les chasses et le jeu au pied va être de mieux en mieux tapé, Perpignan va gagner en énergie. Comme par hasard, il y aura moins de blessés. Il y a quand même de très beaux joueurs de rugby et avec la confiance, je vous dis, sur le fil, voilà. Et puis au moins, quoi qu'il arrive, ils seront prêts pour l'Access Match. C'est tenté qu'ils doivent le faire, mais je pense qu'ils peuvent être ambitieux, moi. Ouais, Laurent, le plan de Jean-Baptiste te convient? Ouais, ça va tout à fait. Et puis surtout venant de Jamba, qui est quand même un fin limi, un fin connaisseur. Mais comme j'ai dit, c'est ce qu'on avait. C'est ce que j'avais dit aux joueurs et encore une fois, on reçoit Lyon aussi au mois de mars. Donc voilà, donc on ne sait pas, on doit s'occuper aujourd'hui de nous et regarder, comme je l'ai dit, au-dessus de nos têtes, on ne sait pas, les dynamiques négatives, ça arrive, on l'a connu, et toutes les équipes quasiment de la saison, à part Toulouse, et Bordeaux sûrement, mais tout le monde connaît une série de défaites et puis après la pression peut être inversée, on sait ce qu'il y a dans les écosystèmes des clubs, ce qui se passe, voilà, on sera là en tout cas et on se doit d'exister et pas attendre le 13 juin pour faire un Access Match. Ouais, Philippe Spanghero avec Laurent Labitte, notre invité dans Au cœur de la mêlée. Non, pas vraiment d'autres questions, je crois qu'il a répondu à tout. Voilà, l'objectif il est clair dès la semaine prochaine, c'est de remettre les compteurs à zéro après cette défaite de l'USAP à Montauban dans un contexte un peu différent où il y avait beaucoup de casse. Non, on en parlait des leaders. La dernière question que je pourrais lui poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui il trouve que ces leaders sont au rendez-vous de ce qu'il en attend? Est-ce qu'il y a encore une marge de progression et si oui, laquelle? Ouais, je crois qu'aujourd'hui on a vu nos leaders bien sûr prendre les choses en main. Que ce soit les leaders historiques, que sont Tomé Cochard, Vellart, De La Fuente, Jamie Ritchie, qui aujourd'hui prend beaucoup de place dans le vestiaire et sur le terrain. Et puis effectivement, les joueurs reviennent petit à petit. On va avoir le retour le week-end prochain de Pozzolo Tulagi, qui est quand même un joueur essentiel et très important pour nous, qui je crois a beaucoup et a compris beaucoup de choses et a vu aussi que pendant son indisponibilité, le club s'est remis sur les rails et je crois que ça a déclenché beaucoup de choses sur lui. Il a fait beaucoup d'efforts, il travaille très sérieusement et tout ça va nous amener, comme je l'ai dit au début, à une émulation qui fait qu'on doit envisager la qualification en Coupe d'Europe parce que pour nous permettre de jouer aussi déjà des matchs de phase finale avec notre public extraordinaire, de s'habituer à ces matchs-là et pour préparer le groupe aussi à une deuxième partie de saison beaucoup plus intéressante peut-être que ce qu'on l'avait imaginé.
Cyprien Bétou avec Laurent Labitte. Ouais, Laurent, tu en as parlé un peu. C'est Pozzolo Tuilagi qui va normalement faire son retour la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Comment est le joueur? La balance est-elle mieux malgré les fêtes de fin d'année? Et autre petite question de niveau joueur, est-ce que tu sais le nombre d'agrafes qu'a pris Benramin Ourdapileta aujourd'hui, lui qui s'est fait agrafer sa plaie en début de rencontre et qui a continué jusqu'à la 60e si je me trompe pas? Oui, non, Pozzolo est très très bien, hein, comme je l'ai dit, mais on ne va pas stigmatiser sur lui. Hein, quand j'ai parlé de lui, c'est au même titre que d'autres blessés. Après, ça a été lui qui a été bien sûr relevé parce que c'est un joueur essentiel et très important pour nous. Mais depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant, il a fait de gros efforts. Il aurait pu être sur le terrain aujourd'hui. Sans une grippe le week-end, la semaine dernière, la semaine de Noël, qui l'a retardé un peu sur son retour, mais il aurait très bien pu être à le groupe aujourd'hui pour Toulouse et il le sera forcément le week-end prochain à Newcastle. C'est un joueur essentiel pour nous, 21 ans, un très très gros potentiel. Il faut qu'il comprenne que l'USAP a besoin de lui. Il est sur la planète, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui. Donc, il doit avoir des ambitions qui sont pour le club, mais aussi en équipe nationale plus élevées pour l'aider à franchir ces paliers. Et concernant Benramin, oui, il a eu quelques agrafes, mais bon, pour lui, c'est pas très délicat, je dirais. Il est au repos de toute façon sur le Challenge Cup et il reviendra pour le match de Montauban. Il est plus à ça près, quoi. Non, pour lui, une agrafe de plus ou de moins, à 39 ans. Quentin Cabanis avec Laurent. Ouais, j'avais une question justement, vous parliez de la Challenge Cup. Là, clairement, pour les cadres, ça va être 2 semaines de repos avant de reprendre justement sur ce match face à Montauban, ou va quand même y avoir la volonté de jouer un petit peu plus, notamment le match à Jean Daugé? Pas Jean Daugé, pardon. À la maison. Non, il va y avoir un mix de faits sur des points à aller chercher à Newcastle. Il y a une victoire impérative pour les Lions à domicile qui nous prépareront au mieux pour la réception de Montauban avec, comme je l'ai dit, un objectif de qualification à un Challenge Cup pour permettre à tout le groupe de rester mobilisé et travailler, parce qu'on sait que la deuxième partie de saison est faite de beaucoup de trous avec les matchs du tournoi, les matchs justement de Coupe d'Europe, et ça va couper le groupe en deux si on n'a pas un objectif double en fait. Et certains joueurs peuvent rejouer qu'au mois d'août en amical. Et donc pour nous, l'intérêt c'est de mobiliser un plus grand nombre de joueurs sur ces 2 compétitions, et puis aussi d'aligner avec nous, comme je l'ai dit, nos supporters, ou si on peut envisager un 8e à domicile ou un quart à domicile. Ça peut créer quelque chose aussi, une dynamique positive pour cette deuxième partie de saison. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter d'ailleurs. Petite question sur ton staff, Laurent, parce que t'es avec Joe Worsley pour la défense, avec Nicolas Nadeau qui était à Grenoble, donc des gens avec qui t'étais pas forcément connecté avant. Comment ça se passe pour toi, justement, cette nouvelle expérience de ce point de vue-là? Peut-être que Jean-Baptiste, tu peux ajouter des choses sur ça, parce que c'est pas toujours des situations qu'on prévoit. Laurent, tout d'abord. Oui, non, bien sûr, on est très connectés et puis très satisfait surtout du travail effectué. C'était des choix que l'on a eu à faire, que j'ai eu à faire ici, mais que j'avais eu déjà. Hein. C'est les deux, je les avais eu avant d'être contacté par Perpignan, puisque Nico Nadeau et Patrick Pézery qui étaient à Grenoble, j'étais déjà intéressé pour les faire venir au Stade Français si j'étais resté. J'avais eu Nico déjà au téléphone. Joe Worsley, j'avais discuté aussi avec lui parce que j'avais échangé quelques fois quand il était à Castres. J'aimais bien son côté, bien sûr, coach défense et son état d'esprit. Donc on s'était eu quelques semaines avant au téléphone, et puis quand Perpignan est arrivé, ça s'est accéléré. Et la combinaison de ça m'a intéressé, parce qu'en plus Nico Nadeau avait déjà entraîné Mathieu Cidre à Carcassonne. Et donc donc les choses sont faites naturellement, et c'est aussi les résultats aujourd'hui de l'USAP. C'est pas simplement le manager qui est là, c'est aussi cette combinaison de staff et qui est venu aussi amener son expérience et sa patte, qui fait qu'aujourd'hui l'équipe va mieux.
Jean-Baptiste, sur ce point, justement, quand on est un peu obligé comme ça, je sais pas si ça t'est arrivé, en tout cas, peut-être. Oui, il y a toujours des moments où il est mieux de choisir. Lolo a choisi, entre guillemets, de rester avec deux personnes, il me semble, Nicolas Mas et Cidre. Cidre était en contact, avait déjà travaillé avec Nadeau, et en fait, tout s'imbrique et tout se passe dans le meilleur des mondes. C'est vrai que ce sont des situations très délicates. Beaucoup de joueurs, beaucoup de public étaient attachés à Zaza, étaient attachés et à Franck Azema, et c'est bien normal puisque c'est des enfants du club et c'est des mecs qui ont tout donné pour ce club-là. Donc arriver dans ces conditions-là, c'est jamais facile. Le pire, en fait, c'est de se retrouver dans la position où toi, t'as des nouvelles personnes qui arrivent. Moi, ça m'arrive à Montpellier, et je me suis pas du tout retrouvé avec la personne qui est arrivée en termes de rugby et de conviction sur le rugby. Et c'est là où c'est le plus compliqué. Là, c'était mieux dans ce sens-là, c'est-à-dire que Lolo savait déjà avec qui il allait partir, puisqu'il vient de nous l'expliquer. Tout à fait, mais voilà, ça fait partie aussi des belles histoires qui peuvent aussi se construire au-delà du terrain, avec cette équipe de Perpignan qui a redressé la barre, qui a quitté cette dernière place. C'est important symboliquement là, demain ou après-demain à l'entraînement, Laurent, de se dire qu'on n'est plus dernier. Oui, bien sûr, c'est important pour le groupe, hein, ça valide les objectifs qu'on s'était fixés. Comme j'ai dit, quand je suis arrivé, j'avais dit aux joueurs victoire le 20 décembre contre Clermont et fin janvier de plus être 14e. Donc aujourd'hui, au 3 janvier, on n'est plus 14e, mais l'intérêt, ça va être de le rester, bien sûr, après le match de Montauban, avec quelques points supplémentaires, j'espère, pour pas se mettre sous pression, et comme je l'ai dit, pour travailler, je dirais pas dans la sérénité, parce que bien sûr on est en bas du classement, mais pour bien travailler, pour aller rader cette fin de saison et de ce que ça va nous réserver. Ouais, et c'est tout le mal que l'on te souhaite, que l'on vous souhaite à Perpignan. Voilà, ce sera le 24 janvier, ce match contre Montauban, et ce sera à Aimé-Giral. Merci Laurent Labitte d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir de t'avoir, et félicitations pour ces 2 premiers mois à la tête de l'USAP et cette belle victoire aujourd'hui contre le Stade Toulousain, 30-27, 4 essais à 3, et ce scénario un petit peu fou qui a fait chavirer de bonheur le stade Aimé-Giral et le public catalan. Merci Laurent, à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On est avec bien sûr Jean-Baptiste Elissalde, on est avec Philippe Spanghero et toute l'équipe, bien sûr. On va écouter peut-être Paul Graou, qui a réagi à la défaite de Toulouse. Lui qui était titulaire à la mêlée aujourd'hui, qui a fait plutôt un bon match d'ailleurs, Jean-Baptiste, Paul Graou. Ouais, il a fait un bon match. Il y a peut-être... Allez, après on va pas lui reprocher parce que c'est l'ADN de Toulouse, mais je pense qu'avant qu'Hugo Mola monte les 3 points, il y a une pénalité là, 35 mètres en face, qui veut jouer rapidement, et ça se termine par un grattage des Perpignanais. Je crois qu'ils avaient 5 points d'avance à ce moment-là, un truc comme ça. Et quand tu vois le résultat à la fin, je pense que celle-là, en plus il en parle à la mi-temps de gestion, je pense que celle-là, elle est un peu pour lui. Il aurait dû mettre le pied sur le ballon, mettre 3 points, sortir entre guillemets de la zone des 7 points. Bon voilà, mais sinon un très très bon match, ouais, parce que il y a du monde autour de lui, il est vivant. Ces Gersois quand même, c'est des sacrés rugbyman. Ça ne me parlait pas des Gersois. Allez, on les connaît bien, effectivement. On va écouter Paul Graou. Justement, il était au micro de Rémi Ruggiero cet après-midi, bien sûr, à Perpignan. J'avais plus le nom de Rémi, mais c'est lui qui commentait ce match pour nous. Écoutez donc Paul Graou. On les remet dans le match un peu facilement. Il y a 2-3 cadeaux, je pense, en deuxième mi-temps qu'ils exploitent plutôt bien, et ils reviennent dans le match. Après, voilà, c'est des petits détails qui font qu'on n'a pas su garder le score, et voilà, on perd encore un match dans les derniers instants, donc ça fait râler. Non, Glasgow, on ne le perd pas dans les derniers instants, mais je pense en top 14, ça m'est déjà arrivé par le passé. Je pense surtout à Beau, on perd à la dernière action. Donc voilà, c'est des scénarios qu'on connaît. Voilà, on n'a pas appris, et voilà, on avait le match en main, on n'a pas su le garder jusqu'à la 80e.
Voilà, 30-27. Philippe Spanghero, qu'est-ce qu'on a appris des Toulousains, des jeunes Toulousains? Je crois qu'ils étaient 10, qui avaient moins de 25 ans aujourd'hui. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs, il y avait pas mal d'espoir. On pourrait refaire la compo, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de jeunesse à ce coup d'envoi face à Perpignan. Est-ce qu'il y en a un ou deux ou plusieurs joueurs qui ont retenu ton attention, Philippe? Alors Bertrand, mais c'est plus vraiment une surprise. Lacombe aussi en première ligne fait un match sérieux. Il va gagner encore en densité. C'est un jeune joueur. Bon, Elias depuis le début de la saison qui fait des matchs sérieux aussi. Donc voilà, il y a pas vraiment de surprise, enfin de découverte aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Paul Graou, ce scénario quand même côté toulousain, même avec cette jeunesse, parce qu'en effet c'était une équipe hybride aujourd'hui, on les a vus l'année dernière être capables d'aller faire des coups à l'extérieur avec des équipes très remaniées qui leur ont permis d'avoir une gestion de fin de saison régulière pour arriver au top en phase finale. Et là, c'est vrai que le scénario se répète un peu, quoi, cette incapacité à gérer ces 10 dernières minutes. Ils prennent quand même 14 points dans les 10 dernières minutes aujourd'hui. Et ça avait été le cas à Bayonne, ça avait été le cas à Pau, ça avait été le cas à Montpellier. Alors Montpellier, le scénario était quand même un peu différent, ça avait lâché plus tôt. Mais voilà, j'ai en tête des scénarios un peu similaires à Pau et à Bayonne. Et c'est vrai que ça ressemble pas beaucoup au Stade Toulousain. Et je crois que les saisons dernières, on avait peu vu ce genre de scénario. Ouais, Jean-Baptiste, sur ce point soulevé par Philippe, point très intéressant. Ouais, je ne sais pas si on peut comparer les 3 fins de match dont on parle, puisque 2 ont été joués avec une équipe un peu plus expérimentée, et c'est surtout l'équipe adverse qui a été se chercher la gagne plus que Toulouse qui l'a perdu. Aujourd'hui, et au dire de Graou, il y a 2-3 cadeaux qu'on peut mettre sur le compte, voilà, d'une entre guillemets d'une non-gestion. Saito qui revient après une longue période d'absence aussi, qui rentre à la mêlée, et tu manques un peu de puissance quand même avec cette jeune équipe. C'est-à-dire que pour défendre le dernier ballon porté, t'es obligé de faire entrer Meafou vite en catastrophe pour essayer de parer au plus pressé, ce qui n'a pas été le cas. Donc non, on découvre quand même des bons joueurs. Et moi, ce qui m'interpelle quand je vois ces équipes hybrides de Toulouse, comme on les appelle, c'est que ces jeunes joueurs sont prêts à jouer et qu'il y a une très forte polyvalence. C'est pas anodin de jouer un match à l'ouverture en top 14 quand tu t'appelles Gourgue, même avec tout le talent qu'il a. Et d'être à 100% au pied en plus. Ouais, d'être à 100% au pied, c'est ça, alors que c'est Alary, le petit arrière qui normalement bute en espoir quand ils étaient ensemble, etc. Donc voilà, c'est quand même à la sortie, même s'il n'y a pas le résultat et que tu le perds dans les dernières secondes, c'est quand même beaucoup de points positifs, parce que ta formation et tes jeunes joueurs, non seulement tu les mets sur le terrain, mais ils sont prêts à relever le défi alors oui, peut-être pas la meilleure équipe du top 14 puisque Perpignan est avant-dernier, mais il y a quand même de sacrés joueurs en face, et les mecs ils ont quand même produit un bon rugby, avec d'ailleurs des petits changements. On avait l'habitude de voir Toulouse jouer 3 fois dans le sens, et un peu comme le PSG, on les a vus à l'échauffement faire 1 fois, 2 fois dans le sens, et des renversements qu'on n'a pas l'habitude de voir. Peut-être qu'ils sont en train de préparer quelque chose, ou qu'ils ont testé ou qu'ils avaient vu quelque chose sur Perpignan, ça n'a pas trop porté ses fruits. Mais et donc. Mais toi, t'as vu l'échauffement comment? Tu l'as vu chez le diffuseur ou t'avais des informateurs? Non, c'est des 2-3 images qui sont passées. Tu sais, j'aime bien regarder un peu tout. Et quand ils répétaient, c'était en double écran en fait, c'était caché derrière. Et Toulouse, on est habitué à ce qu'ils jouent dans les sens. Et on l'a vu la semaine dernière contre La Rochelle, c'est 1 fois avec les avants, 2 fois avec les avants, peut-être 3 fois avec les avants, ou alors on joue dans le sens et tout le monde dézone. Et là, paradoxalement, ils travaillaient des chaînes, un peu comme le fait le PSG. Des chaînes, ce que j'appelle des chaînes, c'est des circuits offensifs, comme le fait le PSG avant leur match. Ça donne une indication. Et là, ils ont travaillé 1 fois, 2 fois, et ils ont fait beaucoup de renversements. Et ils l'ont tenté 2 ou 3 fois pendant le match. Bon, ça n'a pas porté ses fruits. Peut-être qu'ils avaient décelé quelque chose, ou qu'ils sont en train de travailler un autre circuit pour apporter un peu plus de choses à l'arc, si tant est qu'ils en aient besoin. Mais en tout cas, voilà, moi je suis moins, par rapport à la question que tu disais, Philippe, je suis moins par rapport à ce match-là, c'est pas le même que Pau et Bayonne il y a quelques mois.
Voilà, juste sur l'expérience Calvin Gourg en 10, justement, t'en as pensé quoi Je pense que c'est pas, même s'il peut s'y débrouiller, et tous les grands joueurs s'y débrouillent, hein. Yannick Josion joue à l'ouverture, d'autres ont joué à d'autres postes et ont interchangé. Cédric Emmons a joué au centre, alors que c'est un ailier. Poitrenaud a vadrouillé entre l'arrière et le centre aussi. Je pense qu'il c'est pas là où il est le meilleur, parce que déjà, alors c'est dans une équipe qui joue pas non plus énormément au pied, mais dans la gestion, peut-être qu'il avait un ou deux coups de pied à mettre justement en fin de match quand il a senti la pression monter des Catalans et il a pas su le faire. On préfère voir ce style de joueur là au centre, notamment en position de second centre, peut-être avec un peu plus d'espace. Mais le fait qu'il puisse jouer à cet endroit-là, ça va le faire progresser, parce qu'au moins quand il va passer centre, il va savoir ce qu'il attend de son milieu d'ouverture et de la communication qu'il doit avoir avec lui, plus tôt, plus présente, quand il veut les ballons sur les extérieurs, etc. Et le fait d'avoir eu le nez un peu dans le guidon là, plus proche des défenses à l'ouverture, on a vu d'ailleurs qu'il a gardé 2-3 ballons, mais ça va le faire progresser pour jouer au centre. Ouais, écoute, on le souhaite en tout cas, et c'était intéressant. Donc on apprend même d'une défaite, c'est un petit peu la morale de ce qu'on a vu aujourd'hui pour les Toulousains. Les fameuses défaites encourageantes. 30-27, c'est en tout cas les jeunes Toulousains qui ont été quand même plus que séduisants. Ils menaient 21-11, on le rappelle, à la mi-temps sur la pelouse de Perpignan. Passons au match suivant, c'est le match du soir, 21h, sur Sud Radio, bien sûr. L'UBB qui reçoit le Racing, l'UBB qui a besoin quand même de points après sa défaite à Clermont. Pour en parler, on est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Elodie qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Elodie, supportrice de l'UBB. Forcément, il y a de l'attente ce soir. Oui, il y a de l'attente, il y a beaucoup, je sais pas, il y a une petite atmosphère, là je suis dans les travées déjà de Chaban. Il y a une petite atmosphère qui règne, où les gens sont un petit peu euphoriques, donc ça fait du bien. Donc j'espère que ça va être transmis aux joueurs. On vient de les voir arriver, ils étaient très concentrés. En gros, donc, vous avez bu des coups parce qu'il fait froid, quoi. C'est un peu ça. Non, pas encore. J'attends encore un petit peu. Bon, j'attends un petit peu. Je le boirai qu'au premier essai. Voilà, les Burdigalais. Les Burdigalais, c'est votre groupe de supporters, Elodie. Hein. Oui, tout à fait. C'est le groupe le club historique de l'UBB. On a été créé en même temps que l'UBB, donc on est toujours là, toujours fiers de soutenir notre équipe. Voilà, on est très contents. Vous avez été créé récemment et pas à l'époque de Burdigala, le nom. Sinon, je serais super bien conservé, hein. Ça serait pas mal. Hein. Voilà, tout à fait. Super bien conservé. Non, Romain de Bordeaux. Est-ce que Nicolas Delage est avec nous? Salut messieurs, salut Elodie, évidemment qu'on est ici. Ben oui, bien sûr. Prêt quand même pour ce match là face au Racing, parce que c'est vrai qu'il y a un peu d'attente. Ils sont passés à côté la semaine dernière les Girondins. Un peu, et alors c'est marrant parce que justement pour préparer le match, je me suis rendu compte que c'était un petit peu le même ADN. Le Racing base beaucoup aussi son jeu sur la puissance, comme Montpellier, comme Clermont la semaine dernière, et Clermont justement qui a battu logiquement l'UBB, en plus avec des problèmes de discipline. Donc oui, ce soir il faut réagir. C'est un petit peu l'histoire de l'UBB depuis un mois et demi. C'est une équipe un peu à réaction, donc et puis il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur parce que l'UBB a déjà perdu à Chaban contre Pau, c'était en novembre, et Bordeaux et le Racing, les deux sont à l'extérieur du top 6 avec les résultats de l'après-midi. Donc une victoire absolument pour revenir dans le top 6 pour la zone des qualifiés. Allez, pour nous mettre en bouche, voilà, il y a qui parmi les étoiles bordelaises? Alors c'est intéressant parce qu'on va voir le retour de Cyril Cazot. Ça c'est bien aussi pour la deuxième ligne, la solidité de la deuxième ligne. Et on a sur le banc une première, c'est Jean-Luc Duprez. C'est un titulaire Springbok tout de même, Jean-Luc Duprez. Il n'a toujours pas joué parce qu'il s'est blessé sur un entraînement cet été avec les Sud-Africains. Donc on va le voir, il est sur le banc. En revanche, ceux qui commencent, il y a notamment la charnière 5 étoiles, Lucu Jalibert, et qui aura face à elle une charnière jeune, très talentueuse, Léo Carbonneau, Hugo Sun. On a également l'Australien Taniela Tupou qui a fait ses débuts poste de pilier droit la semaine dernière avec le Racing, qui est sur le banc avec ses 149 kilos. Et au niveau du banc justement, ça c'est la deuxième chose à souligner, il y a un banc exceptionnel du côté de l'UBB, et je pèse mes mots parce qu'il y a Louis Bielbiarré, Nicolas Deporter, Ben Tamifuna, Jeff Poirot, Gaëtan Barlow et donc ce fameux Jean-Luc Duprez. Donc c'est un match que Yannick Bru attend long, peut-être très acharné
acharné jusque dans le dernier quart d'heure. C'est là peut-être qu'on pourrait faire la différence. Ouais, avec Ficou à l'aile, on en parlera dans un instant avec Jean-Baptiste et Philippe. Elodie, ce soir, c'est quoi le tarif pour le Racing à l'UBB? Combien? 5 points. 5 points. Vous, c'est clair et net. Oui, c'est clair et net. On va marquer des essais, on va faire du rugby champagne, on va se faire plaisir, on va faire plaisir aux supporters, on va commencer l'année tonitruante de façon à continuer et avoir une année 2026 qui finira, je l'espère, au Stade de France. Il célèbre déjà avec le Connemara dans le stade. Voilà. Exactement, tout à fait. Non mais quand je vous dis que je suis dans Chaban, je ne mens pas. Vous pouvez le constater par vous-même. Faire coucou à Nicolas. On le sait. Merci en tout cas, Elodie, d'avoir été avec nous. Tiens, de rien, avec plaisir. Allez, à très bientôt et bonne année au Burdigalais, aux Burdigalaises. Voilà. Merci, à bientôt, au revoir. À très bientôt. Tiens, Jean-Baptiste et Philippe, Ficou à l'aile, je crois qu'il a été 9 fois ailier avec l'équipe de France en 98 sélections. Et là, il se retrouve ailier gauche face à Penaud. C'est un duel un petit peu extravagant, là. Ouais. Alors c'est pas son poste préférentiel. Je l'avais fait aussi 1 ou 2 fois parce que en équipe de France quand j'y étais, parce qu'en fait il faut que Gaël soit sur le terrain. Je pense que c'est une question d'équilibre et il a besoin de Gaël, il l'a déjà fait. Et il a surtout besoin de 2 centres très costauds. Patrice Colazo aime les costauds, aime les Fidjiens et il veut les mettre le plus possible sur le terrain. Donc il faut faire une place à Gaël. C'est à l'aile cette fois-ci, mais ça fera un 3e centre. C'est plutôt pratique pour la défense. Alors là où par contre le bas blesse un peu chez Gaël, c'est peut-être ses couvertures et notamment le jeu au pied. C'est pas sa plus grande spécialité, mais bon, avec l'expérience qu'il a, il va s'en sortir. Philippe, quand il faut pas quand même négliger le Racing. On parlait de la jeunesse de la charnière, mais enfin quand on voit sur le banc Tuisova, Taji Valou, Tupou, etc., c'est quand même aussi du solide. Ce Racing, attention quand même. Oui, bien sûr, attention, c'est du solide parce que l'UBB en plus est un peu sous pression parce qu'ils sont en effet à domicile, mais sur le plan comptable, ça fait partie des équipes qui doivent jouer sur les 2 tableaux. Ils ont un statut de champion d'Europe à confirmer, donc ils doivent jouer sur les 2 tableaux. Et pour être capable de jouer sur les 2 tableaux et d'être ambitieux, il faut se donner un peu d'air et être capable à certains moments d'être en gestion. Et pour l'instant, ils n'en sont pas capables parce qu'avant le match de ce soir, ils sont 7e au classement. Il faut une victoire et il faut même 5 points pour se remettre un peu dans le bon wagon en haut en fonction de ce que va faire Toulon aussi. Donc voilà, il y a quand même de la pression comptable sur les épaules de l'UBB ce soir au-delà d'attentes sportives. Oui, la pression comptable, effectivement. Pression également sur vous deux, Jean-Baptiste et Philippe Spanghero, et également sur Quentin Cabanis qui va orchestrer le qui je suis, Quentin. Exactement. Et puis rappelons quand même le qui je suis pour ceux qui je me suis préparé pour demain soir, moi. Ouais, mais il y en a un petit là. Aujourd'hui, ça va aller vite. Surprise. Et il a un thème particulier aujourd'hui puisque 2 joueurs ont inscrit un triplé, 2 talonneurs qui ont inscrit des triplés aujourd'hui. On va chercher. Et Massa, Baptiste, Tolofoa et Massa. Oui, mais c'était pas la question. On va chercher des joueurs qui ont inscrit des triplés ou plus en top 14. Alors le premier, c'était pour un Boxing Day. C'est un joueur qui a démarré sa carrière. Oui. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ah, ok, ça compte pas ça. Il a démarré sa carrière en 2004 à Auckland. Après, il est arrivé en France en 2007 du côté du Castres Olympique. Il est parti ensuite à Toulouse et il a fini sa carrière à Blagnac. Oui, Philippe. Joe Tekori. 1-0 pour Philippe Spanghero. Allez, un deuxième joueur. De toute façon, pour faire gagner Philippe, il faut parler de Castres. Il connaît tout le monde. Oui, et là, du coup, on va parler d'un autre joueur qui a démarré sa carrière en junior à Pessac. Ensuite, il est parti à l'UBB. Il a démarré en professionnel à l'UBB. Il a été prêté pendant une saison entre 2019 et 2020 à l'Aviron Bayonnais. Et il est de retour aujourd'hui à l'UBB. Il est international français. Il a 2 sélections. Et il a inscrit un triplé en carrière. Avec un casque aussi, non ? Il joue avec un casque blanc, même si on va être tout à fait précis. Et il a tendance à lancer en touche et il sera titulaire ce soir. Baptiste. Là, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. J'ai mangé son nom, mais je pense qu'il joue talonneur. Là, c'est le talonneur avec le casque blanc. Tout à fait. Je sais plus son nom, mais c'est incroyable. C'est terrible, hein. Et est-ce que ça marche si on dit qu'il est roux, ça suffit ou pas ? Non, il faut son prénom et son nom de famille. Il a les chaussettes en haut. Est-ce qu'on peut un indice comme ça du beurre Du beurre C'est incroyable, Le beurre, ça se présente comment au magasin ? Les initiales peut-être. ML.
Lamotte. Ah putain. Ouais, bien joué. Allez, on va en chercher un. Alors, c'était pour son premier match en France qu'il a inscrit un triplé. Donc, premier match en top 14, triplé. On parle d'un international anglais qui jouait au London Irish. Il est arrivé en top 14 au Racing 92 entre 2023 et 2025. Il est aujourd'hui à Baptiste. Basse. Oui. Baptiste. Alors, c'est l'ailier. Oui. C'est l'ailier. Il s'appelle comment celui-là là? Mais c'est pas possible. Et il est arrivé, il était international espoir et il a signé au Racing en contrat espoir. Ça, c'est quand même dingue. Oui, il est reparti vite. Et il est reparti, ouais. 31 matchs quand même, 75 points inscrits. Ouais, et un triplé pour son premier match. Il avait même mis un quadruplé avec l'Angleterre une fois. Il est à Basse là. Ouais, il est à Basse, ouais, c'est ça. J'ai plus. Ah, vous l'avez pas? Allez, on va changer, c'est Henri Arundel. Voilà. Et on va chercher un plus dur, qui aura une carrière beaucoup trop courte, gâchée par les blessures. Un joueur qui est né à Toulouse en 93, qui a démarré à Lombez en junior. Ensuite, il a joué à Toulouse et à Auch. Il a démarré sa carrière en senior professionnel du côté d'Albi. Il a ensuite joué à La Rochelle entre 2015 et 2021. 60 matchs. Et il est également international français. Il a fait un match avec l'équipe de France. Il avait marqué un essai. Et il avait une particularité physique, ce garçon, c'est qu'il ressemblait beaucoup à un chanteur, Julien Doré. Est-ce que ça vous parle? Philippe. Philippe. Ah non, c'est Baptiste. Ah là là, je l'ai sur le bout de la langue. Ah bah Jean-Baptiste. Gabriel Lacroix. Gabriel Lacroix, c'est Jean-Baptiste qui remporte ce qui je suis. Ah, Amélie de La Rochelle. Merci messieurs, le qui je suis, la suite demain 18h au cœur de la mêlée. Voilà, on s'est mis en action en tout cas. À suivre UBB Racing bien sûr sur Sud Radio. Vous restez bien avec nous. Champion à suivre avec Frédéric Brandel.